Alors, rebonjour à tout le monde. Mon nom est Bettina Frolich. J'ai le plaisir, donc, en fait, d'être entourée de différentes personnalités aujourd'hui. Donc, à la fois, donc, il y a Maître Laurine Chanin qui va, donc, en fait, introduire la thématique du jour. J'ai Nicolas Pinel, qui est le président de Lux Partenaire, qui nous fait l'honneur d'être là. Et j'ai surtout Vincent Perriard, qui nous a rejoint aujourd'hui, qui fait partie de la société Origine et qui connaît plein de gens que je connais aussi, parce que tout le monde m'a parlé de vous cette semaine, cher Vincent. Et je dois avouer, vous avez donc un nouveau procédé qui est très innovant. Et nous sommes extrêmement ravis donc, de présenter ceci à tous nos participants aujourd'hui. Il y a certaines qui vont nous rejoindre sur le replay par la suite. Donc, je vais donc laisser la parole à Laurine. Je crois qu'elle n'est pas prête. Peut-être Nicolas, si tu veux dire le bienvenue, je vais entre-temps gérer... Bonjour, bienvenue, voilà. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cofondateur avec Bettina de Lux Partenaire, qui est une association à but non lucratif qui existe depuis 2013 et qui a pour vocation de favoriser les rencontres entre les acteurs du luxe et de aussi valoriser les talents, les savoir-faire d'exception au travers de toutes sortes de rencontres et d'événements. Voilà. Merci. Laurine, est-ce que Laurine est prête? Donc, je vais peut-être introduire Maître Laurine Chanin, qui est... Ou Nicolas, est-ce que toi, tu veux le faire? Vas-y, Bettina. Alors, en tout cas, je suis ravie de l'avoir parmi nous, surtout avec les épreuves qu'elle vit à l'heure actuelle. Donc, elle va rester avec nous pour la première partie avant que Vincent va démarrer la réunion réelle avec la thématique. Et pour les questions-réponses, Nicolas et moi vont rester avec vous également et Vincent. Alors, je crois qu'il y a un souci. Alors, à savoir que je crois qu'il y a quelques soucis qu'elle a à ce moment-là. Donc, ce que je propose, peut-être Vincent, je vous propose de démarrer et de partager avec nous cette merveilleuse invention. Très bien. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous laisser, Bettina, peut-être mettre en arrière-plan le slide numéro 2 de la présentation, parce que c'est Bettina qui... Juste pour animer le propos. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu l'origine d'Origine, si on veut bien. On n'est pas, contrairement à certaines sociétés qui ont travaillé et présenté des systèmes de blockchain depuis à peu près 3 ou 4 ans maintenant, nous ne sommes pas issus en fait d'une société tech, c'est-à-dire qu'on est plutôt issus du luxe et de l'horlogerie en l'occurrence. Et de manière générale, notre manière de penser a plutôt été raisonnée par un problème récurrent et que la technologie, jusqu'à il y a encore 2 ou 3 ans, ne pouvait pas résoudre, c'est-à-dire la contrefaçon. Pas seulement pour un problème de contrefaçon tel que vous l'imaginez, c'est-à-dire les montres qui viennent éroder en fait les ventes de marques horlogères, de marques de cuir, enfin des marques de luxe, mais également pour pouvoir venir avec un outil de fidélisation, de mise en confiance du client final qui achète un produit. Il y a une sorte de double effet. Il y a à la fois la technologie, et on va en parler, qui a évolué dans les 2 ou 3 dernières années. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, voilà, merci. Et le deuxième point, c'est qu'il y a une énorme avancée et demande sur le marché secondaire des produits de luxe. C'est-à-dire, en fait, ce que vous connaissez dans l'automobile, à savoir vendre, acheter une automobile de deuxième main, c'est quelque chose que dans l'horlogerie ou dans le luxe en général, ça se faisait très peu il y a encore une vingtaine d'années.
Ça a commencé à un peu se faire il y a une quinzaine d'années. L'évolution est très, très forte. Certainement, elle a un coup d'accélération par le fait que le virus est passé par là et la digitalisation des choses. On peut imaginer que c'est ça. La genèse de ça fait que nous ne sommes pas, comme je disais, une tech compagnie réellement, mais plutôt des gens issus de l'horlogerie. C'est assez important parce que ce qu'on a vu dans les dernières années, dans les 2 ou 3 dernières années, comme j'expliquais, c'est surtout en fait des sociétés qui venaient avec des solutions très orientées technologie et venaient les proposer à des acteurs du luxe. Problème récurrent depuis une vingtaine d'années, qu'on a vu surtout l'évolution des certificats d'authenticité. Jusqu'à dans les années 2000, on avait des certificats d'authenticité qui étaient en papier. Puis dans les années 2000, on a commencé à voir naître des certificats qui étaient sous forme de cartes de crédit, cartes plastiques. Puis ensuite, on a vu des cartes de crédit avec la fameuse puce, une puce électronique. Et puis, on a vu plus récemment l'arrivée des codes barres ou des QR codes. Et donc, en fait, on a vu des éléments qui nous permettent d'authentifier, grâce à un élément séparé de la montre, que la montre ou l'objet que j'ai acheté, ça peut être un sac à main, est bel et bien le produit authentique qui est dit que je possède. Problème, c'est qu'en aucun cas, votre carte de garantie, vos certificats d'authenticité vous prouvent bien que le produit que vous avez à côté est bel et bien le bon produit. Alors, quand vous allez chez Hermès acheter un sac ou chez Rolex acheter une Rolex, vous savez que vous avez acheté une vraie Rolex. Le garant de l'authenticité du produit que vous achetez, c'est la marque dans laquelle vous êtes en train de rentrer. Vous avez très peu de doutes, zéro doute même d'ailleurs, quand vous rentrez dans une boutique de luxe et de la marque. Le problème, c'est que le marché de la deuxième main est en train d'évoluer tellement qu'aujourd'hui, que quand vous êtes propriétaire de ce produit et que vous êtes certain qu'il est authentique, la personne à qui vous allez le vendre de l'autre côté de la planète n'est pas certain que votre produit est authentique. Et même si vous avez un certificat d'authenticité qui dit oui, là, ce sac ou cette montre est bel et bien l'authentique, rien ne prouve que le produit lui-même est authentique. La carte de garantie, son code peut être vrai, mais le sac ou la montre ou l'autre objet de luxe peut être faux. Et c'est de plus en plus le cas. Il faut savoir que l'horlogerie suisse exporte 20 milliards à peu près, hors problématique de l'année 2020, mais en général, on est sur une base de 20 milliards d'exportation de l'horlogerie. Donc, vous mettez Cartier, Rolex, Audemars Piguet, Patek, tout le monde dedans. On exporte pour 20 milliards de francs suisses, à peu près 18 milliards d'euros. L'horlogerie de deuxième main, ce qu'on appelle le CPO, le Certified Pre-Owned, exporte pour à peu près 1,5 fois plus que ça. Donc, à peu près 28 à 30 milliards. Donc, il y a une accélération, j'allais dire exponentielle, pas vraiment exponentielle, mais une accélération très forte de la demande du marché de la deuxième main. Et non seulement les marques l'ont compris, mais il nous semble que le consommateur le demande. Il y a un changement de mentalité et de comportement par rapport à un objet de luxe. C'est pour ça qu'on a vu des marques comme Real aux États-Unis qui ont éclos à New York, à Los Angeles, vous êtes à Melrose, vous êtes à Soho, vous allez voir ces boutiques de luxe de deuxième main, sont absolument exceptionnelles. Vous avez vraiment l'impression de rentrer dans une vraie boutique de luxe avec un traitement particulier, des séries spéciales et des vrais produits vintage du Saint-Laurent des années 60, etc. C'est très impressionnant et on sent vraiment un changement à la fois de mentalité du consommateur et évidemment un changement d'offre des marques. Et ça, ce n'est pas prêt de s'arrêter a priori. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on cherchait le Graal, pas en tant que des hommes de technologie. On cherchait le Graal, finalement le Graal, c'est de ne plus avoir un objet et un produit séparé. Ça, c'était ce qu'on cherchait à faire depuis très, très, très longtemps. Donc, l'objectif, c'était de dire, on ne veut pas une montre, son écran et un certificat d'authenticité. Nous voulons quelque chose qui est tout ensemble. Nous voulons que la montre elle-même, l'objet lui-même, le sac, la pièce d'art, soit sa propre preuve d'authenticité. C'est-à-dire finalement un système de biométrie. C'est ce que vous avez sur l'image qui circule maintenant. Vous voyez le fingerprint. Hein. On est 8 milliards de personnes sur la planète, mais mon empreinte digitale est unique au monde, comme mon ADN. Et en fait, une montre, un sac à main, donc un cuir, une peinture, est toujours unique, dans le sens strict du terme. Quand vous rentrez dans la matière, quand on va dans l'infiniment petit, une peinture, de l'émail, de l'acier, du verre, du plastique, du carton, n'importe quelle matière, dès lors qu'elle est solide, elle est particulière et identifiable. Quand vous rentrez dans la matière et que vous allez au millionième,
vous découvrez un monde infiniment petit. Et donc, dès lors, vous vous rendez compte que ce que vous voyez en énorme, en zoom, est totalement unique. Et c'est de ça, de ce constat-là, de ce rêve de la biométrie que nous sommes partis en étant presque sûrs, aujourd'hui on en est sûr, mais à l'époque on en était presque sûr, que c'était le maillon manquant de tous les produits de luxe jusqu'à aujourd'hui. L'horlogerie ne peut pas accepter une puce électronique dans le produit, dans la montre. Pour des raisons entre la mécanique et l'électronique, ça ne fonctionne pas. L'horlogerie ne voulait pas trouver des systèmes de peinture ou de lac invisibles, certes, mais très contraignantes en termes de fabrication. Donc, je pense que l'horlogerie a à peu près scanné toutes les options possibles depuis une vingtaine d'années pour essayer justement de faire que le produit ait sa propre authentification. Et nous sommes arrivés à le faire parce que simplement, il y a une conjonction d'éléments, de technologies et de mentalités qui font que la technologie pouvait arriver aujourd'hui et pouvait être en tout cas entendue et acceptée par les acteurs du luxe. Bettina, peut-être vous pouvez presser sur le prochain slide. Donc, oui. En quelques secondes, et en trois paragraphes, la vision de ce que nous faisons, en fait, de manière très, très sobre, finalement. Notre objectif, c'est de trouver un système d'identification universel qui puisse exposer une contrefaçon de manière extrêmement simple et de pouvoir, pour la première fois, en fait, de l'histoire du luxe, d'avoir l'objet qui est sa propre authentification, comme un visage, comme une empreinte, comme un ADN, de la même manière. Et ça, c'est unique et ça n'existe pas encore aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que nous voulions que ce futur standard et cette technologie ne restent pas la propriété de ce que nous sommes, à savoir nous sommes Origine et nous venons de devenir une fondation depuis le 2 octobre dernier. Et donc, on est une fondation à but non lucratif. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir faire une fondation qui, à un moment donné, assez rapidement, dans le courant de l'année 2021, peut-être dans le courant de l'année 2022, redonnera les clés de la maison de manière graduelle aux acteurs qui y rentreront. Donc, nous sommes une fondation, mais la gouvernance de cette fondation va être redonnée proportionnellement à la taille des acteurs qui rentrent dedans. Vous êtes un acteur important, vous représentez 15% de votre industrie, vous aurez 15% des droits de vote de cette fondation. L'objectif étant d'accélérer l'utilisation du protocole, donc du système d'authentification, plutôt que de travailler comme une société et qui vend quelque chose. Nous pensons que nous prenions un risque important de ne pas réussir à démocratiser cette technologie si on était un frein commercial. Donc, on a décidé de le libérer complètement. Je vous expliquerai plus tard quel est notre reward, quel est notre retour sur investissement en tant qu'entrepreneur. Et puis, l'objectif, c'est le dernier point, c'est de supprimer, non, mais en tout cas de freiner fortement la contrefaçon et surtout le damage que ça comporte sur la partie des marques horlogères et de cuir. Aujourd'hui, le problème qu'on a, si je prends une marque comme Louis Vuitton, si vous êtes dans une petite ville d'une vingtaine, de 30 000 habitants, où vous savez qu'il n'y a pas de boutique Louis Vuitton, et vous voyez une fille qui a 15, 17 ans et qui porte un sac Louis Vuitton, très souvent on se pose la question, en tout cas en Europe, on se dit, est-ce que c'est un vrai sac Vuitton ? On a un doute parce qu'on n'est pas dans une grande ville, il n'y a pas de boutique ici, etc. On a une sorte de doute, c'est un peu bizarre. Et en fait, notre système, notre technologie, qui sera utilisée via une application simple d'un téléphone portable comme celui-ci, d'un smartphone, vous permettra en une fraction de seconde de scanner en fait le produit, donc le photographier, que ce soit une montre ou un sac, en une fraction de seconde, comme vous faites avec la musique, avec Shazam, de la même manière. Vous entendez un son, vous pressez dessus, vous avez en 2 secondes, 1 seconde et demie, 2 secondes, vous avez le titre de la chanson que vous écoutez. De la même manière, dans mon exemple, vous avez une fille qui a 15 ans qui est à l'école, le copain ou la copine à côté va scanner le sac et en 2 secondes va dire « Ah ben c'est un vrai » ou « c'est un faux ». Et donc, l'idée n'est pas tellement de freiner la contrefaçon par les producteurs de contrefaçon, mais plus par l'utilisateur. On pense que dès lors, dans mon exemple de nouveau du sac Louis Vuitton par la fille qui a 15 ans, cette fille ne voudra plus avoir un sac Vuitton qui est faux, le porter, parce qu'elle sera démasquée tout de suite à la cour de récré.
je peux prendre cet exemple à l'infini. Je porte une Richard Mille à 120 000 francs, je suis usurpateur, ce n'est pas une vraie Richard Mille. Je n'ai pas envie qu'au café, avec des copains, le soir, quelqu'un la scanne et me dise mais c'est une fausse Richard Mille. Donc, l'idée un peu théorique, voire philosophique, c'est de freiner en fait l'érosion du business par la contrefaçon en la supprimant d'un point de vue social, c'est-à-dire de casser en fait le moteur qui est de dire j'ai envie de partenir le statut symbole de cette montre ou de cet objet-là, de ce sac, etc. Ça, c'est vraiment le moteur qui nous a conduit à travailler sur cette application. Alors, Bettina, vous pouvez prendre le prochain. Donc, en 5 points, je les ai à peu près couverts, mais de manière résumée, comme on l'a dit en premier point, notre objectif, c'est d'exposer les contrefaçons grâce à une application que l'utilisateur final, donc monsieur, madame, tout le monde peut utiliser. Donc, il y a un côté universel. Nous ne sommes pas une solution B2B, nous sommes une solution B2C. Pour la première fois de l'histoire, on l'a dit tout à l'heure, le produit devient sa propre et unique identité. Troisième point très important, il y aura peut-être des questions là-dessus. On propose cette technologie dont je vais vous expliquer comment elle fonctionne dans quelques secondes. On propose que cette technologie, une fois que quand on photographie à la naissance d'un produit, on propose de mettre ça ensuite sur un serveur. Mais on propose, parce qu'il faut vivre avec son temps, on propose de mettre sur un système de blockchain. Pourquoi? Parce que la blockchain, c'est un système de décentralisation de l'information qui est incorruptible. On n'arrive pas à violer et à voler son contenu. Depuis 11 ans que Bitcoin existe, ça a été démontré comme inviolé et impossible de rentrer sur le système. Vous êtes tout de suite éjecté en fait du système. En 10 ans ou 11 ans maintenant, ça a été démontré. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que depuis 10 ans, on utilise 2 protocoles majeurs. Un s'appelle Bitcoin, l'autre s'appelle Ethereum. Et les deux protocoles qui ont été faits ont toujours été faits en fait pour mettre de la valeur de la crypto-monnaie. Ils n'ont pas été faits réellement pour pouvoir développer et avoir beaucoup de flux d'informations et y ajouter des images, de la vidéo, etc. Et donc, nous arrivons en 2021, on est à l'aube de 2021, il existe des sociétés aujourd'hui qui sortent des nouveaux protocoles, totalement de nouvelle génération, qui permettent la même chose qu'une blockchain, mais qui vont beaucoup plus loin dans le système de gouvernance et dans la gestion des flux d'informations. On est, vous l'avez peut-être lu dans un ou 2 articles, les protocoles existants et utilisés dans les blockchains aujourd'hui sont l'équivalent pour les Français du Minitel quand Internet est en train d'arriver. Nous sommes en train de vivre un changement de paradigme puissant qui va changer la structure des banques, la structure des assurances. Et c'est très, très impressionnant ce qui est en train d'arriver. Et c'est le hasard des calendriers, c'est en train d'arriver en 2021. Vous avez des multitudes de sociétés qui viennent aujourd'hui avec des systèmes de décentralisation. Elles sont toutes, non pas toutes, mais la plupart des fondations à but non lucratif avec des systèmes de décentralisation pour éviter d'utiliser les GAFA et donc les systèmes de cloud qui sont véritablement problématiques. Le 4e point, je l'ai dit, un système dont la gouvernance doit être donnée aux acteurs du luxe, sinon ça ne fonctionnera jamais. Et puis, on a mis en place, pour l'instant, nous sommes 16 dans la structure, dans la fondation. C'est piloté par mon associé Mike Schwartz en Californie, qui est l'ancien patron de Boston Consulting Group pour la partie Digital Ventures en Asie. Et c'est une sommité, c'est lui qui avait notamment mis en place le système Tracer chez De Beers pour la traçabilité des diamants en 2016, qui à l'époque utilisait un système Ethereum qui est aujourd'hui totalement dépassé avec ce qui est en train d'arriver. Voilà, Bettina, vous pouvez passer la suite. Bettina, merci. Voilà, vous voyez ici ce que je viens d'expliquer sur le changement de paradigme. Vous avez le Internet 0.0 où tout était centralisé. C'est ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on vit encore énormément en fait. Dans le Internet 1.0, on est encore dedans. Et puis depuis quelques années, on le disait, surtout depuis 2015, 2017, 2018, on a vu le système de décentralisation. C'est d'utiliser une multitude d'ordinateurs et de fragmenter l'information. Et si quelqu'un essaie d'attaquer le serveur, automatiquement, les autres serveurs vont le savoir. Et on parle de millions de serveurs. Et ça a été démontré comme inviolable. Comme vous le voyez, on arrive effectivement à décentraliser et ça a été démontré comme inviolable. Par contre, ce n'a pas été mis en place à l'époque pour pouvoir avoir des systèmes de gouvernance automatisés et surtout pour pouvoir faire passer beaucoup de flux d'informations.
Et les nouveaux systèmes qui arrivent, on les appelle ici Internet Computer, qui sont en fait des blockchains, mais il y a une dissociation de nom, sont des systèmes qui permettent une gouvernance digitale. Hein. Dans la token economy, vous n'avez plus besoin d'un conseil d'administration, vous n'émettez plus des actions, mais vous émettez des tokens ou des jetons, et vous avez des systèmes de gouvernance qui sont faits en fait de manière digitale, par système d'email, par des questions, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, on va à gauche, on va à droite. Et c'est un nouveau système qui est en train de changer complètement l'organisation même de nos sociétés. Vous pouvez passer au prochain. Merci. Donc voilà, en illustration, vous avez à gauche ce qu'on a connu. Alors là, pour le coup, je vais parler d'horlogerie. Ce qu'on a connu dans l'horlogerie depuis 450 ans qu'on fait des produits horlogers en Suisse ou en France. On fait depuis 450 ans une montre, une boîte, ce qu'on appelle un écrin, et un certificat d'authenticité. Donc, vous allez à la place Vendôme, vous achetez une montre Cartier aujourd'hui, vous avez encore un certificat d'authenticité en papier. Alors, de temps en temps, ça vous fait plaisir, il y a le côté un peu authentique, mais en même temps, on vit en 2020, et en 2020, nous sommes encore en train de produire des documents papier qui doivent donc impérativement accompagner le produit pour authentifier l'authenticité de la montre que vous avez achetée. Encore une fois, comme je disais, tant que vous l'avez acheté et que vous l'avez pour vous, ben vous savez qu'elle est vraie. Le problème se pose quand vous l'offrez ou quand vous la vendez. Et vu que le marché de la deuxième main est en train d'exploser, il faut revenir en arrière, Bettina. Vous avez été trop vite là. Attendez, on va revenir vite en arrière de 2 slides. Voilà, maintenant vous pouvez non, et vous pouvez revenir un slide en avant. Voilà, non, de l'autre côté. Encore. Encore un. Voilà, merci. Donc, ce que nous avons... Non, un en arrière. Vous avez pressé 2 fois, Bettina. Donc, ce qui se passe, c'est que nous avons une conjonction de planètes, en fait, qui s'alignent. J'en avais parlé, vous en avez parlé tout à l'heure. La conjonction de planètes, c'est qu'il y a des... on ne pouvait pas faire ce que nous apportons en 2015, 2016, 2017. La conjonction, c'est... Il faut presser 1 fois en avant, Bettina, merci. La conjonction, c'est 3 éléments qui sont arrivés maintenant à maturité. Le premier élément, c'est que vous avez une évolution exceptionnelle de la téléphonie. On l'a dit tout à l'heure, il y a 4,5 milliards de téléphones portables, smartphones, qui sont en circulation dans le monde. Et tant que nous n'avions pas ce qu'on appelle un device, donc un outil que monsieur et madame tout le monde peut utiliser dans la planète entière, il n'était pas imaginable de faire ce que nous allons vous présenter. Le deuxième, donc c'est le nombre de devices disponibles. Et aujourd'hui, que vous soyez en Inde, à Tokyo, en Argentine, aux États-Unis ou en Europe, vous avez un device qui est le téléphone portable et surtout dans sa version smartphone. Le deuxième élément, c'est l'exceptionnelle évolution de la téléphonie via les systèmes de caméra. Vous avez un nombre de pixels, de nouveau, que nous ne pouvions pas imaginer il y a encore 3 ou 4 ans. On se souvient tous, si on est tous un peu Apple, qu'on avait l'iPhone 6, 7, puis ensuite on a vu l'effervescence de la technologie sur la partie des caméras et sur l'avancée en fait du nombre de pixels et de la résolution des images. Donc c'est le deuxième élément qui était important. Le troisième élément, c'est l'élément qui est lié à l'utilisation des algorithmes, de l'utilisation de ce qu'on appelle de machine learning, une machine qui apprend d'elle-même de l'exemple précédent, et de l'intelligence artificielle. Donc, nous avons un système qui utilise complètement ces logiciels et l'évolution fait qu'en 2015, on n'était pas à ce niveau-là. OK. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est finalement très simple à expliquer, si c'est très, très difficile à réaliser. C'est la montre est photographiée en fait en très haute définition au moment de l'assemblage d'un produit, mais ça peut être au moment de l'assemblage des cuirs pour faire un sac à main. Il est photographié en haute résolution, ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça minting, ça veut dire comme on frappe une monnaie, hein, le démarrage de la naissance d'une monnaie. C'est photographié d'une manière telle que nous rentrons au millionième et nous prenons des centaines de points uniques. Quand vous êtes dans la matière et dans l'infiniment petit, comme quand on était enfant et qu'on avait un microscope, on rentre dans la matière et on voit
une sorte de vallée. On voit que la matière, elle vit, il y a des points, il y a des défauts, en fait, que le cuir, que l'acier, que l'émail, que n'importe quelle matière a, même le plastique ou même le carton, toutes les matières sont différentes. Quand vous rentrez au millionième dedans, tout est différent. Et donc, vous prenez, dans l'exemple, un millier de points particuliers, vous le photographiez, et si vous retrouvez ces 1000 points un an, un jour, 10 ans plus tard, avec votre appareil photo de votre smartphone, vous êtes capable de matcher les deux images. Et donc, automatiquement, de dire, eh bien, cette image que je vois ici, c'est bel et bien l'image de la photo qui a été faite au moment de l'assemblage du produit, le 12 octobre 2018, à 17h15, par l'horloger Michel Bracci. On peut aller très très loin et y attacher des vidéos, y attacher même une vidéo de l'assemblage final de la montre. On peut y faire ce qu'on veut en fait. Donc, première étape, on photographie en haute définition. La montre ensuite part, elle est vendue à un client. Et quand cette montre-là est vendue, c'est ce qu'on appelle, on crée un clone digital. Donc, on n'a plus de documents papier qui accompagnent la montre. On a une application de la même manière que vous avez un compte bancaire. C'est la même chose. Il y a encore 30 ans, on avait un papier qui disait, voilà, ça c'est le solde de mon compte bancaire et j'ai un papier. Aujourd'hui, vous avez une application, vous rentrez votre code et vous rentrez sur votre banque et vous avez votre solde. De la même manière, demain, si on utilise ce système, je deviens propriétaire parce que j'achète mon produit dans la boutique Patek Philippe, j'y mets mon nom, respectivement le vendeur met mon nom, et dès lors que j'ai payé, la transaction est faite, automatiquement, la propriété du produit devient celle de mon nom sur le système. Et j'ai une application avec un code unique que je maîtrise et contrôle. Je peux en tout temps éditer, comme on le ferait avec un solde bancaire, éditer la preuve de l'authenticité de mon produit, de la propriété de ce produit et de plein d'autres informations qu'on peut imaginer. Et si je vends cette montre dans le marché de la deuxième main, je peux envoyer le système digitalement et le nouveau propriétaire recevra l'accès en fait de la propriété de ce produit-là. L'avantage, c'est que quand on se retrouve dans un bar le soir et que je veux démontrer que ma montre au poignet est une vraie, je prends mon produit, je le scanne et automatiquement, je peux démontrer sur l'image sur mon écran que effectivement cette montre appartient bien à Vincent Perriard, qu'elle a été fabriquée le 18 octobre 2018 à 17h15, assemblée par Michel Bracci, et que c'est la numéro 52 de la série de 100, etc. Vous pouvez rajouter ce qu'on veut dedans. Et donc, en fait, il n'y a plus de place. Ce n'est pas que c'est une vraie ou une fausse, c'est mieux. Ça vous dit si c'est l'authentique. On pourrait même faire des photographies de fausses et les mettre sur le système dans l'absolu. Mais pour vous montrer que ce n'est pas une question d'être vrai ou faux, c'est une question de vous démontrer que c'est une authentique. Donc, dans l'animation que vous avez vue tout à l'heure, on voyait en fait les milliers de points qui sont pris et qui sont authentifiés en matching. Donc voilà, et c'est ce qu'on fait. Et cet élément-là est un élément vital, parce que comme je disais tout à l'heure, toutes les solutions qu'on a vues ces dernières années sont toutes basées sur des systèmes effectivement de blockchain, dont on ne conteste pas l'intérêt, avec un bémol, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Les blockchains qui existent maintenant sont conçus sur des anciens protocoles et il y a une évolution gigantesque qui arrive en 2021, qui va rendre totalement obsolète le système des blockchains actuels. Mais surtout, il manque l'élément fondamental de la liaison entre le produit authentique et son authenticité ou sa carte d'authenticité. On le résout en venant avec une technologie biométrique du produit lui-même. Alors la biométrie, ça peut être n'importe quoi, un bout de carton, ça peut être du luxe ou du non-luxe. Il n'y a pas de limite en fait dans ça. Et comme vous le voyez sur cette image ici, cette image vous montre le nombre, et là on rentre dans un élément plutôt marketing et commercial, le nombre d'éléments qu'on peut y ajouter. Ça veut dire que quand ma montre elle est volée, je suis de nouveau le propriétaire parce que j'ai l'application ici, je presse parce qu'on m'a volé, je rentre dans mon application et je flague le fait que la montre Patek Philippe a été volée, etc. En quelques secondes, le réseau international va savoir que ma montre a été flaguée et donc elle a été volée. Et donc, dès lors que vous la retrouvez sur le système, on va tout de suite vous dire vous ne pouvez pas acquérir cette montre parce qu'elle a été flaguée. Cette montre, en fait, n'appartient pas à telle et telle personne. Elle appartient à Vincent Perriard ou à Bettina, etc. Donc, on peut y ajouter des systèmes d'assurance. On peut y ajouter une multitude d'éléments marketing et commercial. On peut y plugger parce que dès lors qu'on a une application liée au propriétaire du produit,
vous êtes en possession du data en tant que marque horlogère ou en tant que marque maroquinier, vous êtes propriétaire du data. Et donc, vous pouvez communiquer, notamment dans un service après-vente. Votre montre est en retour. Ça va faire 2 mois pour le système de révision de votre produit. Vous recevez peut-être à ce moment-là une information sur votre application qui vous dit votre produit est arrivé, il est en train d'être désassemblé, il va être repoli, il va être réassemblé, il est prêt à être refédexé maintenant, etc. Donc, vous créez une liaison qui, certes, vous pouvez la déjà faire par le téléphone, par un email, mais vous avez une liaison simplifiée parce que tout à coup, le propriétaire, si le propriétaire d'un nouveau produit émis en 2021, aura forcément une application et dès lors, vous avez un nouveau canal de communication en direct avec le propriétaire du produit. Voilà en substance ce que nous faisons. Maintenant, juste peut-être on voit pour conclure cette partie-là, puis je pense que j'aurai quelques questions. Où nous en sommes, ça fait 1 an et demi qu'on bosse comme des fous et ça fait déjà plusieurs mois maintenant que nous présentons ce qu'on appelle des pilotes, c'est-à-dire qu'on présente la faisabilité de cette technologie auprès d'acteurs de l'horlogerie et de la maroquinerie actuellement, et où nous travaillons ensemble pendant 2 ou 3 mois. Donc, c'est des blocs de 2 ou 3 mois où nos équipes et leurs équipes travaillons ensemble. Il n'y a pas de flux d'argent, c'est totalement gracieux puisque nous sommes une fondation. Et notre objectif, c'est juste de voir comment est-ce qu'on peut au mieux introduire cette technologie et la faire le mieux correspondre aux attentes de chacun des acteurs de l'horlogerie, de la maroquinerie ou d'autres industries. Donc, on est encore dans cette phase de développement et notre objectif, c'est de pouvoir lancer le protocole, ce nouveau standard d'authentification avec 1, 2, 3 marques dans le courant de l'année 2021, mais très probablement à l'été, voire l'automne 2021. Donc, on n'est pas loin. Et la technologie est déjà maîtrisée. Maintenant, on entre dans une phase de compréhension de jusqu'où on peut aller, jusqu'où on doit aller dans la partie marketing commercial, service qu'on y ajoute ou pas, etc., etc. Voilà. Super. Laurine, est-ce que tu es prêt? Oui, bonjour, je peux dire un mot, en tout cas réagir à la présentation que vient de nous faire Vincent Pereire et de tout l'intérêt qu'elle présente dans le monde d'aujourd'hui. Alors, pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis avocate en propriété industrielle, donc j'interviens particulièrement dans le monde de la contrefaçon. Et c'est vrai que tout ce type d'innovation et la mise au service de la lutte anti-contrefaçon, de tout ce qui est nouvelle technologie, c'est particulièrement dans l'air du temps. Là, je comprends qu'en plus, on est quand même face à une société qui dénote par rapport à ce qui existe déjà sur le secteur, même si c'est vrai qu'on n'a pas tous en tête la réelle notion de ce que c'est une blockchain et à quoi ça peut bien servir. Mais pour moi, en tout cas, à chaud comme ça, je trouve que vraiment, ça s'inscrit vraiment dans l'air du temps de ce qui va nous être utile demain. Surtout, ce que je trouve très intéressant ici, c'est qu'on arrive en amont de la contrefaçon. On avait l'habitude de voir des éléments qui nous permettent de lutter contre, faire des procès, former nos douaniers pour leur expliquer ce que c'est que le produit contrefaisant et en quoi il est différent. Là, la difficulté, c'est qu'en fait, ils sont très bons, nos contrefacteurs, et ils sont de plus en plus bons, en fait. Et qu'en fait, on a de plus en plus de difficultés de distinguer un produit authentique de sa contrefaçon, malheureusement, même dans des produits de luxe. Pour le coup, les maisons de luxe, elles se distinguaient comme ça en disant, nous, de toute manière, on fait des produits de telle qualité qu'on peut de toute manière voir la différence avec une contrefaçon. C'est plus du tout vrai aujourd'hui. Et l'outil que propose Origin, ça va permettre de lutter contre donc l'identification, effectivement, la distinction entre ce que c'est qu'un produit contrefaisant et le produit authentique. Mais surtout, moi, je retiens que ça va former les esprits. Et c'est surtout là, en fait, je trouve ça intéressant parce qu'on est dans la sensibilisation du public pour que les gens, en fait, craignent d'être découverts, en fait, si tant est que ça les ennuie, parce qu'il y a tout plein de campagnes de sensibilisation qui sont conduites aujourd'hui. Mais moi, c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une perle, c'est que si on arrive à changer les mentalités, on a gagné dans la lutte anti-contrefaçon. C'est long, hein, et il nous faudra encore beaucoup, beaucoup d'éléments, mais moi, c'est ce qui me frappe aujourd'hui. Quand j'entends des projets comme ça, je trouve qu'on s'attaque vraiment à l'origine du problème, et c'est là que je trouve qu'il y a vraiment une piste à explorer et à, pour le coup, encourager ce type de nouvelles technologies. Donc, bravo, voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, Vincent, nous avons plusieurs
plusieurs questions de nos spectateurs. Alors, moi, j'ai un petit souci avec mon écran, donc je vous ai quitté aussi brièvement. Mon Zoom aujourd'hui ne fonctionne pas des masses, alors à savoir que je suis quand même à côté d'une prise 5G, mais à certains moments, bon, bref, on revient à des moments un peu plus complexes. Alors, est-ce que je peux aller avec les questions? Oui, oui, absolument. Alors, j'ai en fait une question de Juliette de La Rochefoucauld, qui est un auteur très reconnu dans le domaine de la joaillerie. Et elle pose une question en anglais, je peux? Yes. Okay. So how do you mark the products which have already been made? I suppose what would be called vintage. This plan would place these into the same group as faux. Alors, est-ce que je réponds? Should I speak in English or we non, just... non, non, vous pourrez répondre en français, Okay. elle est bilingue. Donc, alors la réponse c'est oui, c'est évidemment. Alors, on a eu deux types de nouveau, notre attention depuis 6 mois, elle est essentiellement portée sur les horlogers et la maroquinerie. Ce qui fait que mes exemples tournent toujours de ces deux exemples-là, mais il y a plein d'autres industries. Je vais prendre l'exemple de l'horlogerie, mais on peut aisément le reporter à plein d'autres choses, la mode, etc. Donc, effectivement, certains horlogers, et nous ne parlons qu'avec les gros horlogers, parce que pour réussir à un protocole et à un standard, on ne s'adresse qu'aux grands groupes. On n'a pas commencé par les petites sociétés. Il faut que les grandes sociétés l'embrassent pour réussir le pari. Sinon, on aura trop de peine, à mon avis. Donc, les acteurs principaux de l'horlogerie certains nous ont dit, bon, écoute, on a déjà tellement à faire avec le moment à venir, c'est-à-dire qu'on trouve une date et à partir du 1er juillet 2021, on commence et tous les nouveaux produits qui sortent, on rentre sur le système et puis ça prendra du temps pour commencer à avoir la machine en place. Et le passé ne nous intéresse pas parce qu'on produit tellement de montres par année que c'est de la folie. Et inversement, nous avons des horlogers qui nous ont dit c'est une exceptionnelle opportunité pour ceux notamment qui maîtrisent leur distribution, c'est-à-dire qu'ils ont des boutiques à eux. Souvent, ces boutiques, elles sont nées plutôt dans les années 2010-2015, mais avant, les horlogers vendaient via des détaillants indépendants. Donc, à aucun moment, une montre dans mon exemple, qui a été vendue en 2008-2009, a utilisé un canal où l'horloger, la marque, possède le nom du client. C'est une exceptionnelle opportunité pour, par exemple, faire une campagne sur les montres du passé en disant, écoutez, venez avec vos produits. Si votre montre a été faite entre 2000 et 2015, on vous offre un service, vous revenez à la boutique et on va authentifier votre produit et vous remettre un certificat digital d'authentification de votre produit, d'authenticité du produit. Et une personne sur deux a perdu son certificat d'authenticité. Si vous avez une Cartier, une Jaeger, une Panerai, posez-vous la question, est-ce que vous avez encore votre certificat d'authenticité? Une personne sur deux l'a égaré dans un déménagement, dans je ne sais quoi. Et la question se pose essentiellement quand il s'avère de lui faire un service, de la réparer et ou de la vendre, effectivement. Donc, c'est une extraordinaire opportunité pour faire des campagnes où on invite les anciens propriétaires de produits de revenir dans une boutique pour faire authentifier, avoir un système qu'on fera payer ou qu'on ne fera pas payer. Le modèle économique est encore ouvert. On est en train de discuter avec les horlogers, avec les tanneurs, pour voir si on veut demander 200 € de fee, 100 € de fee ou zéro. On est en train de discuter du modèle économique même de ça pour les objets du passé. Mais dès lors que le client revient pour authentifier son produit, ben vous avez de nouveau, vous recollectez du data, vous recollectez de la relation humaine, vous avez l'opportunité de revendre un autre produit de la nouvelle collection. Donc, c'est une sublime opportunité pour reconnecter avec des anciens clients que vous n'aviez pas vus ou eus dans votre réseau de distribution, selon l'exemple. Donc, la réponse est oui. Et pour nous, Origine, et c'est confirmé par les acteurs du luxe, la seule entité qui doit avoir autorité de photographier au démarrage la montre et d'authentifier donc le produit, c'est la marque même. C'est-à-dire que si vous avez un ancien sac Hermès
et que vous voulez le faire authentifier, vous ne pouvez pas aller voir une plateforme Internet qui vend des sacs Hermès de deuxième main, qui va vous dire c'est un vrai ou un faux. Non, nous, on va forcer les gens à aller chez Hermès, on va collaborer avec ces marques, et c'est ce qu'on est en train de faire et de discuter avec eux, pour que la marque authentifie par ses spécialistes, ses tanneurs, ses horlogers, et qui disent oui, ça c'est bel et bien un sac de chez Hermès. Et l'authentifie, donc ça veut dire le photographie. Et donc, c'est que les boutiques, que les service centers, des services après-vente, et les filiales de ces grandes marques qui pourront refotographier un produit, pas un acteur qui est indépendant. Donc, mais la réponse est évidemment oui, on va pouvoir s'occuper du passé, et ça donne presque le vertige, parce que ça donne des opportunités exceptionnelles en termes de reconnexion avec les anciens clients. Alors, Vincent, j'ai 4 questions. Alors, Jean-Michel Rieux, Xavier Rousset, Elsa Missange, Laure Baillac. Alors, je vais commencer donc en fait par l'ordre des questions où ils sont arrivés, d'accord? Donc, quitte la révision avec changement de pièces, notamment le cadran. Est-ce à dire que la marque doit mettre à jour la database pour que la photo du nouveau cadran ou de toute autre pièce correspond et remplace le fichier authentique initial? Évidemment, mais on veut. Dans mon exemple, l'exemple qui est posé, la question que vous posez, c'est typiquement la typologie des produits Rolex. Rolex, avec le temps et la puissance de la marque, vous avez souvent un produit dont le cadran a été changé dans les années 60, et puis on a dû changer le bracelet, etc. Donc vous avez des produits qui évoluent et qui sont plus totalement identifiables, et ça devient des vrais challenges. Donc prenons un produit de ce type-là en 2021, il est photographié au démarrage à la naissance, et puis un an plus tard, la montre, le propriétaire veut changer de cadran. Il retourne chez Rolex, dans une boutique, il demande un cadran vert plutôt qu'un cadran bleu, le produit est changé. Le propriétaire qui apporte son produit, de toute façon, il est vite scanné. Dans la boutique, la personne le scanne, voit bien que la montre, elle est bel et bien la propriété de monsieur tel et tel. Dès lors, la montre va être changée, on va lui mettre un cadran vert, la montre va être refotographiée et on va mettre à jour le fichier, le clone digital de la personne, simplement. Et en une seconde, la nouvelle personne avec sa montre qui a évolué et changé est mise à jour sur le système. Non seulement elle dispose de la preuve sur son téléphone portable, mais elle est sur le database dans mon exemple de Rolex. Et donc, c'est au contraire une volonté des marques, des producteurs du luxe, de contrôler à l'avenir, sur les prochaines décennies, les évolutions, les changements, pour ne pas laisser monsieur et madame n'importe qui, parce que c'est ce qui est arrivé par le passé, ouvrir un produit horloger, casser le système de garantie parce que ça a été ouvert par n'importe qui n'est pas référencé, et laisser bouger sa montre. L'objectif, c'est de ramener tout le temps les gens sur la marque. C'est une envie de maîtrise, et c'est évidemment un rouleau compresseur de marketing, parce que tout le monde a envie de ça. Alors, Vincent, donc, je continue. Hein, donc, j'ai bien noté aussi, entre-temps, donc, la question de Nathalie Abou-Vidal, etc. Donc, on va répondre à toutes vos questions, donc vous inquiétez pas. La question de Xavier Rousset, qui est créateur de la marque horlogère XRY, qui met en valeur le travail des métiers à travers l'écran de montre. Je viens d'entendre que les pilotes sont d'abord réalisés avec l'écran de l'horloger. Quand pourrais-je utiliser cette superbe innovation pour ma marque naissante, cher Vincent? Alors, ce sera, en fait, l'idée, c'est pas du tout par snobisme que nous parlons aux gros acteurs, c'est parce qu'on est certain que c'est la seule manière que, si ces gros acteurs sont convaincus du fonctionnement, de la gouvernance, de la technologie, etc., on est sûr que dès lors, ça va être embrassé par son plus grand nombre. Notre objectif, c'est que quelqu'un a posé la question il y a 1 minute sur le passé, les produits du passé. Nous pensons actuellement que pour les produits qui vont commencer, dès lors hypothèse qu'on commence à l'été 2021, nous pensons que nous devons rendre ce système gratuit pour la marque et pour l'utilisateur. Si on veut devenir un standard, comme Shazam est gratuit, il faut que vous puissiez l'utiliser tout le temps et de manière gracieuse. Là où on est en train de réfléchir, c'est pour le passé. Et on se dit que là où on arrive à financer le futur, c'est en disant les gens qui ont eu une montre, ils l'ont acheté en 2006,
ils pourront revenir, mais là, ça va leur coûter quelque chose, mais pas quelque chose de mirobolant, quelque chose qui est de l'ordre de 100 euros, 150 euros, on ne sait pas encore, on est en train de réfléchir, ou un pourcentage, tout ça, c'est en discussion. Donc, pour répondre à la question, quand nous allons lancer ça avec… nous pensons qu'il nous faut une masse critique. Et la masse critique, je ne connais pas la réponse à cette masse critique. C'est probablement 3 ou 4 gros acteurs qui disent « Go, on y va avec vous » et puis on va faire un acte de communication ensemble. Nous, Origine, on est comme le Intel Inside en termes de technologie. On n'apparaîtra pas. Ce sera toujours la marque qui apparaîtra avec une application avec son logo. Nous, on sera juste une sorte de filigrane derrière. Nous serons juste le garant de la technologie et de tout le système. Mais nous serons un acteur très discret. Tout le temps, la marque doit parler, nous sommes très discrets. On est le powered by ou le technology inside, le Intel Inside. Pour répondre à la question, dès que nous le lançons, à partir de là, à ce moment-là, donc en théorie en courant 2021, ça va dépendre de beaucoup de discussions. Tous les acteurs qui désireront le faire pourront prendre et utiliser le protocole, c'est-à-dire avoir un système de photographie au niveau de la manufacture, de photographier d'une certaine manière chacun des produits qui étaient assemblés, et ensuite de loguer en fait cette information sur le système protocole d'origine, qui est un système, c'est de l'informatique, c'est de l'IT, et donc c'est très très facile ensuite à mettre en place. Et nous sommes en train de penser à la gratuité de ça, mais ce n'est pas encore confirmé parce qu'on est en train d'affiner tout le modèle économique. On s'est battu pour la techno, maintenant on l'a, maintenant on est en train de finaliser, affiner le modèle économique. Donc la réponse très concrète, tout le monde pourra y accéder dès lors qu'on lance, et on ne le lancera que quand on aura les 3 ou 4 gros acteurs qui auront dit oui. Et on y travaille très fortement actuellement. Merci en tout cas pour cet espoir. Comment procéder quand on est expert en salle de vente? Donc ça, c'est la question de Nathalie Abou-Vidal. Écoutez, j'ai des rencontres demain et lundi à ce sujet. On est en train de regarder effectivement comment… En fait, je vais vous répondre. La chose qui nous semble logique aujourd'hui, c'est que les maisons aux enchères, mais c'est la même chose pour les plateformes de deuxième main. Aujourd'hui, les plateformes de deuxième main, les maisons aux enchères ont leurs propres spécialistes qui authentifient un produit. Nous pensons que la seule personne habilitée à authentifier un produit, c'est les parents du produit, c'est-à-dire c'est la marque. Et donc pour moi, et c'est ce que nous sommes en train de nouveau d'affiner, de discuter, encore une fois la technologie étant là, maintenant il faut voir comment on peut l'appliquer, c'est de dire, mettons des partenariats en place. Je vais prendre l'exemple de marché secondaire. Vous avez des plateformes très connues de deuxième main dans l'horlogerie. Chrono24, Watchfinder, Watchbox. OK. Imaginez que demain, au lieu que Watchbox authentifie les produits, une montre Breguet qui arrive chez Watchbox, avant qu'elle soit payée par Watchbox qui rachète ce produit de deuxième main, va l'authentifier. Et aujourd'hui, qui l'authentifie? C'est Watchbox. C'est eux qui prennent le risque de dire c'est une vraie ou une fausse. S'ils disent que c'est une vraie, ils ont une responsabilité vis-à-vis de la future personne qui va acquérir le produit. Si nous leur disons, c'est terminé, les produits Breguet qui sont arrivés, chaque semaine, il y a un camion Brice qui vient les chercher, on les ramène au service center à côté, à New York, et c'est les horlogers de chez Breguet qui vont l'authentifier. Il n'y a pas mieux. Watchbox est super content, c'est Breguet qui l'authentifie. Watchbox est super content, ils n'ont plus besoin d'avoir les horlogers qui l'authentifient. Et donc d'avoir des gens qui sont pas les gens de chez Breguet qui l'authentifient. Donc c'est beaucoup moins fort. Le nouveau client qui va acheter la montre Breguet, il est super content. Il reçoit une authentification de chez Breguet. C'est ce qu'on appelle le win-win-win. Mais ça force dès lors de repasser par les marques. Et on est en train de tester si les marques sont bien prêtes à jouer ce jeu-là et de reprendre ces anciens produits pour les réauthentifier, mais du coup aussi sortir les faux et de remettre sur le marché, que ce soit de la vente aux enchères ou le marché de la seconde main, ça les force à prendre une responsabilité par rapport à ça. Et donc, maintenant la technologie est là, il faut voir si l'envie, l'intérêt est là. Et c'est ce qu'on fait. D'accord. Alors, l'autre question de Elsa, donc Missonge, techniquement, comment se fait le scan? Peut-on voir une image d'un scan? Alors oui, mais on le fait sous NDA, sous clause de non-concurrence, donc on fait extrêmement attention à la manière dont on communique ça. Mais encore une fois, le mieux que je puisse vous expliquer, si vous prenez une feuille d'herbe, vous le mettez sous un microscope, okay, vous allez vous rendre compte que cette feuille d'herbe que vous voyez verte et que vous voyez assez lisse, elle est tout sauf lisse, elle est rugueuse, elle a des petites vallées, elle a des points.
Cette feuille verte, elle est unique au monde. Unique au monde. Okay, la même chose sur la matière, le plastique, l'émail, le titane, l'acier, l'or, ce que vous voulez, de la même manière. Okay, et donc, dès lors que vous rentrez là-dedans, vous photographiez ça, vous avez une sorte de paysage unique. Clac, vous le photographiez. Et la téléphonie, et là nous avons des algorithmes qui permettent de ça, permettent d'augmenter en fait les 12. Ici, on est sur 12 mégapixels, mais les prochains téléphones de chez Google sortent à 109 mégapixels. On est juste dans une course en avant sur la technologie de la photographie, nous permettent de comparer des courbes et automatiquement de dire en une fraction de seconde si le produit est authentique ou pas. Mais je ne peux pas ici vous montrer ça, mais par contre, avec plaisir, les gens qui le désirent, on fait des séries de meetings avec les marques, où on fait une démonstration de la technologie complète, où on va très loin dans l'explication de comment ça fonctionne. Ah, merci. Alors, prochaine question. Donc, est-ce que cette application ne risque pas d'augmenter la qualité de la contrefaçon? De plus, pour ce qui est de la joaillerie, est-ce que cela peut détecter quand un des pierres a été remplacé par du verre, par exemple, ou autre chose? C'est une question de Laure Peillac. OK, alors la deuxième question, c'est oui, oui, oui. Étonnamment, j'ai oublié je citais l'horlogerie et la maroquinerie, mais évidemment le bijou, le diamant. Et oui, si vous avez un produit qui est serti et qu'on a bougé une pièce ou remplacé une pièce, on le verra automatiquement. Mais par contre, la première question qui a été posée, la personne qui pose la question, et je le fais avec un grand sourire parce que je sais que c'est très compliqué, mais la réponse est forcément impossible. Ça veut dire que vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionne. Mais je dis avec beaucoup d'humilité et d'amitié. Ce que je veux dire, c'est que c'est fini. C'est un des patrons de grandes marques horlogères, enfin, dans les top 5 au monde, m'a dit, Vincent, il m'a dit, j'ai une seule phrase à te dire. Et j'ai dit, ouais, ben vas-y, c'est quoi? Il m'a dit, c'est game over. Game over. Pourquoi? Parce que l'œil humain ne peut pas détecter, ne peut pas aller au millionième. C'est impossible. Le système de photographie rentre dans l'infiniment petit. Le contrefaiseur en Chine ne peut pas le faire. Il ne peut pas contrefaire, rentrer dans la matière à 1 million et recréer un landscape où on a pris 1000 points. C'est juste impossible, c'est juste humainement et en physique impossible. C'est pour ça qu'on est dans le game over. Dès lors que vous photographiez ça et vous le retrouvez de l'autre côté, 5 ans, 10 ans, 100 ans plus tard, et vous le photographiez, vous voyez, vous faites un matching des deux. Et voilà, c'est plus le humain n'a plus rien à voir avec ça, c'est terminé. C'est pas que vous avez un horloger qui dit ah ben elle est bien faite. Non, c'est pas qu'elle est bien faite la contrefaçon. Vous identifiez, vous rentrez dans l'infiniment petit, et c'est juste plus possible de faire humainement et de le faire. C'est pour ça que la photographie est essentielle. Elle résout le problème. Si on faisait de la microgravure, on pourrait faire de la microgravure. Si on fait une laque spéciale avec une couleur, on pourrait refaire cette laque spéciale. Et on a tout vu, tout fait. Si on faisait une micropuce électronique, on pourrait remplacer la micropuce électronique et la remettre dans la montre. Mais quand vous rentrez dans la matière, c'est terminé. C'est game over. Super. Alors, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, nous avons encore d'autres questions. Donc, une nouvelle question par Juliette de Rochefoucauld. Can this technology be used by art experts for diverse sets of objects which date from the 19th century and before, either with their own guarantee and expertise? These objects are not necessarily bronze. Alors, je réponds juste, d'abord, je réponds à côté de la question pour revenir à la question centrale qui est posée. À côté de la question, je prends juste l'exemple de contemporain. Si vous êtes un artiste comme Banksy aujourd'hui, vous êtes à Miami, vous faites du street art, si Banksy photographie son art et le met sur le système Origin, à vie, quand vous reprendrez la photo, vous vous retrouvez dans un musée, vous avez un bout de la plaque qui a été démonté, etc. Vous-même, en tant que visiteur du musée, vous prendrez votre téléphone, vous le scannez, et oui, c'est effectivement Banksy qui l'a fait, et c'était le 18 octobre, et c'était à Miami, etc. Boum, terminé, game over. Il n'y a plus besoin d'authentification autre que le système qui a été fait au moment de la création de l'art, ou de la montre, ou du bijou, ou du cuir. Donc ça c'est pour répondre sur ce qui se passe maintenant. Pour le passé, ben on aura toujours quelqu'un, alors si on parle d'artistes qui ne sont plus en vie, vous aurez toujours le besoin donc d'avoir d'abord
un expert. Alors là, il faudra prendre les meilleurs experts du moment. Et cet expert-là, pour autant qu'il soit véritablement crédible et aux yeux de tout le monde, l'expert de tel et tel artiste, à ce moment-là, on pourrait prendre l'art, prenons une peinture, effectivement rentrer dans la matière de la peinture, identifier l'unicité de ce produit-là et à vivre à partir de là. Mais le garant ne sera pas la marque, c'est-à-dire le garant ne sera pas l'artiste peintre, puisqu'il est décédé dans cet exemple-là. Ce sera toujours une personne qui effectivement confirme que cette peinture est un original de telle et telle année par tel et tel artiste. Donc, pour le passé, on aura toujours besoin d'un point de référence. Alors, encore 2 questions et après, je pense qu'on va arriver à la fin parce que autrement, ça va durer trop longtemps et je pense que Vincent a quand même 2-3 choses encore à faire. Alors, donc, une double question de Elsa Missange. Comment gérez-vous les altérations des produits, exemple rayures, bosses, etc. Cela modifie les scans. Et la deuxième partie de la question, jusqu'à quelle épaisseur va votre scan? Est-ce que sur fascique ou sur plus profond? Je n'ai pas tout compris sur la deuxième question, mais je vais répondre à la première question. Sur fascique ou plus profond, jusqu'à quelle épaisseur va votre scan? Ah, ok, je viens de voir. Je vais pas répondre de manière correcte et ça devient très technique sur la deuxième question, mais je vais vous répondre sur la première question. La première question, c'est bien que quelqu'un pose la question parce que je ne l'ai pas encore évoqué. Tout à l'heure, je prenais mon exemple du microscope. Maintenant, prenons l'exemple premier exemple, le cadran. Un cadran d'une montre, il est protégé par un verre en saphir. Donc, le cadran, il est protégé de l'altération du temps, pas par la lumière. L'UV a une altération sur la couleur du cadran. On le sait, le blanc devient un peu jaune, le bleu devient un peu machin, etc. Donc, le premier exemple, c'est celui auquel on s'est attaqué et qu'on maîtrise complètement. C'est-à-dire qu'on photographie, on a 1000 points, et quand on revoit les 1000 points, boum, on sait que c'est vrai. Maintenant, reprenons l'exemple de la question qui est posée, mais ce n'est pas le cadran qu'on fait, c'est la lunette de la montre. Et la lunette de la montre, hein, elle est sujette à vivre. Vous tapez la montre contre une paroi, etc. Donc, il y a des scratchs, des rayures, etc. Donc, effectivement, elle vit. Et là, l'intelligence artificielle vient nous aider et l'automatisation du système. Quand je prends 1000 points et que les 1000 points, on est 8 ans plus tard sur mon acier, sur ma lunette en acier ou ma lunette en or, j'ai plus les 1000 points parce qu'il y a une griffure, un scratch, un bout de truc qui est disparu. J'ai plus 1000 points, j'ai 682 points. Le système va quand même dire, j'ai quand même 682 points uniques qui sont exactement les mêmes. Statistiquement, il est impossible qu'il y ait 682 points, la même chose sur les 1000. Il y en a certes 400 ou 330 qui ont disparu, mais ce n'est pas grave. Je dis, le système, que c'est malgré tout l'original que je reconnais, qui a été fabriqué en 2018. Donc, le système… Alors, il y a évidemment un point où si la montre est complètement détruite, l'algorithme ne va plus le reconnaître. Dans mon exemple, si j'ai plus 682 points, donc on devra dire à partir de combien de points on pense qu'on peut quand même authentifier et dire que c'est une vraie. Mais il y a un threshold, et donc une limite que nous pouvons décider de mettre. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec les horlogers. On est en train d'affiner en fait cette technologie. Donc la réponse est oui. Avec le temps et l'altération du temps, nous pouvons continuer de reconnaître un produit dans son authenticité ou pas. D'accord. Écoutez, merci. Alors, j'ai donc la avant-dernière question. Est-ce que cette application pourra servir de preuve juridique dans le cadre d'une affaire judiciaire? Oui. Exemple, vol d'une montre. Oui, à savoir que, et ce n'est pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, à savoir que c'est un sujet de la responsabilité des marques. Nous sommes qu'un tuyau, un canal, un bridge, une connexion entre le propriétaire ou le volé et la marque. Mais la réponse est oui, on va accélérer la mise en place ou la mise en visibilité, en exergue de problèmes de vol, etc. Mais ils existent déjà. On va juste être un accélérateur. Et oui, le système devra pouvoir démontrer son ultime véracité. Et nous sommes en train de travailler là-dessus de nouveau avec les services juridiques des marques. Donc, c'est un processus qui prend du temps. Mais la réponse est oui.
Super. Alors, j'ai une dernière question du président. Est-ce qu'il veut la poser directement lui-même ou je la pose à sa place? Donc, je vais déjà commencer à la poser et après, il prendra la parole pour finaliser la réunion après Vincent. Alors, la question, c'est est-ce que l'intégrité de cette base de données est garantissable? N'est-elle pas attaquable par des hackers qui injecter des faux questions? La réponse est non, puisque ça a été démontré que si on pose le data et donc ces informations sur un système blockchain, ou pour utiliser un terme qui est un peu plus contemporain pour les expressions 2021, qui est un système de l'information décentralisée, ce qu'on appelle Internet Computer, la réponse est non, puisque depuis 11 ans, on n'a jamais réussi à attaquer un Bitcoin. Jamais. Jamais. Ça n'est jamais arrivé, puisque le système, en fait, éjecte automatiquement une attaque. Et puis que l'information n'est plus sur un seul point, et vous essayez de rentrer dans ce point-là, mais l'information est fragmentée dans des millions de points, et que vous avez beau attaquer un point, vous n'aurez jamais le reste des points. Et automatiquement, les autres savent que vous attaquez. Donc, ça a été démontré depuis 11 ans, que c'est inattaquable. Si une bonne réponse, c'est ce matin dans le Figaro ou dans le Point, je crois que c'est dans le Point, la communauté européenne est en train d'imaginer de faire rentrer l'euro en crypto-monnaie. Ça vous montre à quel point la question est légitime. Attention, hein, encore une fois, elle est totalement légitime. Mais je peux vous dire, on ne se posera plus cette question d'ici 2 ou 3 ans. On est en train de vivre une accélération comme on l'a vécu dans Internet dans les années 90. On est en train de vivre maintenant, nous sommes au début de cette accélération-là. Parce que les aliments de planète, de cette technologie le permettent maintenant. Et si vous lisez le Point de ce matin, c'est absolument bouleversant et incroyable d'imaginer que je pense que bientôt, on aura l'euro en crypto-monnaie qu'on pourra se transmettre et c'est probablement la fin même de l'argent. Et si on en est là, c'est parce qu'on a la certitude que c'est inattaquable. Donc, il faut vous imaginer, il faut partir de ce principe-là. En tout cas, Vincent, moi, je peux juste vous remercier de mon côté. Je trouve que c'était vraiment passionnant, votre intervention. Les spectateurs et les participants ont eu envie également de s'impliquer avec des questions assez pertinentes, j'espère. Pour vous, c'était quand même pas facile. Voilà. Et je donne la parole donc à Laurine. Laurine, une dernière? Laurine, on ne vous entend pas, vous êtes en mute. Alors. Moi aussi, j'ai des petits problèmes. Vous m'entendez? Oui, je voulais savoir si tu voulais encore ajouter quelque chose, parce que comme tu es au sein de l'association, donc responsable de l'organisation de ce type d'événement, est-ce que dans l'avenir, tu prévois d'autres passionnés de ce type et surtout avec tous les participants qui ont bien aimé ce que tu as organisé aujourd'hui? Non, mais tu veux dire des événements à venir sur le même thème? Ah, écoute, ça va, il faut qu'on en parle, mais ça va dépendre de notre superbe année 2021 qui s'annonce. Et non, j'espère, en fait, vraiment, moi aussi, c'est un sujet qui me passionne. J'ai l'impression que tout le monde a été un petit peu réactif et a l'air très, en tout cas, enclin à vouloir débattre sur ce type de sujet-là. Moi, je suis la première à vouloir débattre de la contrefaçon. C'est un fléau dans lequel on lutte tous depuis un moment et malgré tous nos efforts, c'est quand même très, très compliqué d'endiguer la tendance. Donc, honnêtement, toute nouvelle technologie et toute nouvelle innovation, même si là, je comprends bien qu'en plus, on est vraiment sur quelque chose de particulier parce que l'impact, je pense, moi, je vais suivre Origin de très près parce que je pense qu'effectivement, ça peut avoir un impact au-delà de la contrefaçon dans nos manières d'appréhender les produits. Tout ça s'inscrit vraiment dans un contexte où on a envie d'aller vers un peu plus d'authentique, un peu plus de valorisation des marques. Moi, c'est ce à quoi je travaille tous les jours et j'espère qu'on pourra tous se servir de cette application dans les années à venir parce que c'est très prometteur de mon point de vue. Et voilà, et oui, je te confirme, Bettina, on pourra organiser d'autres événements autour de ces sujets-là. Je pense que ça passionne beaucoup de monde et qu'on a de quoi débattre. Bah, super. En tout cas, merci beaucoup encore, Vincent. Est-ce que Vincent, vous voulez dire quelque chose pour la fin? Non, mais
vu que je le dis parce que vu qu'on ne vend rien puisque nous sommes une fondation à but non lucratif et que ce serait un plaisir de pouvoir correspondre avec les marques qui sont les gens qui nous ont écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à prendre contact avec Bettina qui donnera mes coordonnées et puis on pourra rentrer en contact pour aller un peu plus dans le détail de la techno, notamment faire une démonstration de la technologie, etc. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, en tout cas, si je vais envoyer donc un message à tous les participants avec vos coordonnées, Vincent, si vous le permettez. Avec grand plaisir. Et comme ça, vous pourrez échanger et je suis vraiment ravie que ça a plu à tout le monde. Merci beaucoup. Merci encore. Désolée pour ce petit Zoom qui n'a pas fonctionné chez moi aujourd'hui. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.